Bon, bienvenue après cette petite pause. On va toucher à une discipline à laquelle on ne peut pas échapper, qui est la psychiatrie, et en particulier la relation entre la psychiatrie et l'hôpital et la prise en charge hospitalière, en particulier la psychiatrie des jeunes. Vous savez tous que, surtout depuis le Covid, c'est une situation qui n'a fait que, en tout cas, se révéler encore plus clairement qu'elle avait pu le faire jusqu'à présent. On a la chance d'avoir Maria Melchior avec nous. Maria est épidémiologiste à l'Institut Jacques-Louis. Elle a eu une carrière très intéressante au sens où elle était à la fois en France et aux États-Unis. Elle a pu voir en images la façon dont se faisait en tout cas la méthodologie épidémiologique et puis bientôt la psychiatrie. Elle a été à l'université de Saint-Quentin, Versailles et à Harvard, travaillé sur les inégalités sociales en France, et puis elle s'est intéressée assez rapidement donc à la thématique de la psychiatrie. Et pour faire court, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire et je ne vais pas lui prendre du temps, elle a beaucoup travaillé justement sur l'impact de l'approche épidémiologique dans la meilleure connaissance de la thématique de la psychiatrie, et c'est ça qu'elle va entre autres nous développer. Donc elle est pour cette année dans la chaire de santé publique annuelle du Collège de France, et on est ravis à double raison de l'accueillir. Et donc merci Maria de nous mettre sur ce sujet, et merci de m'avoir donné un coup de main aussi pour monter ce programme qui, comme vous l'avez vu, est assez kaléidoscopique, comme je l'ai dit maintenant, mais on ne pouvait pas échapper, bien entendu, à la thématique psychiatrique. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Philippe, pour l'invitation à venir parler ici de l'hôpital du futur à l'épreuve des maladies psychiatriques. J'avoue que le titre m'a un peu fait peur au départ. Alors, je vais parler d'épidémiologie, bien sûr, de santé populationnelle, mais comme les collègues au cours de la journée, je voudrais commencer par un peu d'histoire, parce qu'avant de parler du futur, c'est peut-être bien de savoir aussi d'où on part. Et évidemment, impossible de parler de l'histoire de la psychiatrie, de l'histoire de la prise en charge de la psychiatrie à l'hôpital, ici au Collège de France, sans commencer par les travaux de Michel Foucault, qui, comme vous le savez, aurait eu 100 ans en 2026, et dont les travaux ont été absolument éclairants. Et le reste encore aujourd'hui, j'ai redécouvert les travaux de Michel Foucault en travaillant sur cette présentation, et je vous invite très fortement à les découvrir ou à les relire, tant ils sont sans doute encore actuels aujourd'hui. Alors, je vais essayer de synthétiser. Donc, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, sa thèse de doctorat, publiée en 1961, Michel Foucault décrit la manière dont la folie traverse l'histoire et la manière dont la politique influe sur ce qu'on perçoit des fous et comment ils sont traités par le reste de la société. Il décrit notamment l'idée illustrée l'an dernier dans une très belle exposition qui a eu lieu au Louvre, selon laquelle au Moyen-Âge, le fou avait une place sociale, illustrée par exemple par les fous du roi. Dans ce qu'il écrit, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les fous, comme les vagabonds, les mendiants, deviennent des exclus, des indigents, et l'État les prend en charge comme tels en créant des lieux d'internement. Donc ça a déjà été mentionné aujourd'hui, mais je le redis rapidement. C'est la création en 1656 de l'hôpital général à la Salpêtrière, l'administration de cet hôpital incluant aussi l'hôpital de Bicêtre, créé précédemment sous Louis XIII. Alors bien sûr, parmi les vagabonds enfermés à l'hôpital à cette période, il y a des personnes qu'on n'appelle pas encore qui sont porteurs de ce qu'on n'appelle pas encore les troubles psychiatriques. En 1690, parmi les 3000 personnes internées à la Salpêtrière, 72 sont identifiées comme étant épileptiques, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a les fameuses folles qui avaient leur propre pavillon.
qu'on peut d'ailleurs encore visiter aujourd'hui si vous faites une visite guidée de la Pitié-Salpêtrière. Et les folles étaient réparties selon qu'elles étaient, entre guillemets, faibles d'esprit ou violentes, c'est-à-dire qu'on distinguait déjà au XVIIe siècle différents types de folies, possiblement. Elles étaient par ailleurs mélangées à d'autres populations qu'on considérait alors comme étant indésirables, des prostituées, des criminels. Foucault nous dit, donc dans l'histoire de la folie à l'âge classique, que d'après les archives, l'Hôtel-Dieu était alors la seule institution à Paris un peu spécialisée dans l'accueil des fous, où on tentait déjà dès le XVIIIe siècle de les soigner. Alors, soigner les fous, à cette époque-là, n'allait évidemment pas de soi, puisqu'avant l'identification de certaines causes physiques, qui ont donné ensuite, à partir du XIXe siècle, lieu à des classifications psychiatriques, dont celles que l'on connaît aujourd'hui, la folie était considérée comme une maladie de l'âme. Donc, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Avant le XIXe siècle, on se référait peut-être parfois à des explications médicales qui existaient dès Hippocrate puis Galien, et qui faisaient référence à des déséquilibres entre différentes humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire. Donc ça, c'était les explications médicales, et de l'autre, il y avait bien sûr des explications religieuses pour interpréter la folie comme étant le résultat de la possession par un démon. Donc, voilà l'état des lieux avant le XIXe siècle. Néanmoins, dès le Moyen-Âge, il existait déjà des lieux dédiés aux fous, au Moyen-Orient notamment, et en Europe, le plus ancien était l'hôpital de Bethléem à Londres, qui a ouvert en 1247 et qui est encore aujourd'hui toujours en activité. Mais, et ça a déjà été dit aujourd'hui, c'est véritablement après la Révolution française qu'ont été créés les premiers asiles destinés à être des lieux de refuge pour les malades mentaux. Alors la légende dit que, à la fin du XVIIIe siècle, Philippe Pinel aurait libéré de leur chaîne les aliénés de l'hôpital de Bicêtre. Vous connaissez peut-être ce tableau et cette légende. On sait maintenant en réalité que ce n'est pas lui qui a libéré les aliénés de l'hôpital de Bicêtre. C'est plutôt en réalité un des surveillants, Jean-Baptiste Pussin, qui a beaucoup œuvré à ce que progressivement les aliénés de Bicêtre soient démis de leur chaîne. Donc ça fait peut-être référence à la conférence précédente et au rôle invisible d'un certain nombre de paramédicaux et professionnels du soin qui œuvraient déjà dès le XVIIIe siècle dans les hôpitaux. Mais néanmoins, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une évolution dans la conception de ce qui devait être fait pour s'occuper des aliénés, et c'est un élève et disciple de Pinel, Jean-Étienne Esquirol, qui a poursuivi son œuvre en créant les premiers asiles. Donc, Esquirol est notamment à l'origine de la loi qui a rendu obligatoire les hôpitaux psychiatriques dans chaque département français en 1836. Et bien sûr, donc, ont été reconstruits à cette occasion la Salpêtrière et l'hôpital de Bicêtre. Par exemple, il y a eu des travaux importants. Et puis, ont été construits des asiles spécifiques, et notamment l'asile de Charenton, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Esquirol dans la banlieue parisienne. Donc Foucault a poursuivi sa réflexion sur la psychiatrie au-delà du XVIIIe siècle, et dans La naissance de la clinique, publiée en 1963, il décrit la manière dont le fait d'enfermer les fous dans des asiles a participé à l'évolution de la médecine moderne, puisqu'à partir du XIXe siècle, la médecine moderne a commencé à observer les corps et les comportements. Cette observation a mené à se concentrer sur des signes de pathologie observables, donc, et a fait aussi évoluer le rapport soignant-soigné. Il nous décrit notamment le renforcement du pouvoir médical à cette occasion. Alors c'est bien sûr aussi l'époque du positivisme, de l'émergence de nouvelles théories scientifiques, y compris sur les maladies psychiques, et bien sûr le développement de la psychiatrie moderne qui s'est progressivement distinguée de la neurologie. Dans son cours au Collège de France de 1973-1974, que vous pouvez trouver sur le site internet du Collège de France, et qui est intitulé « Le pouvoir psychiatrique », Foucault propose une forme d'intégration entre l'histoire de la folie à l'âge classique et la naissance de la clinique, proposant une réflexion sur la manière dont les conceptions de la folie sont intrinsèquement liées aux manières dont sont traités les fous, pour les maintenir à l'écart et parfois pour les soigner. Donc globalement, au XIXe siècle, le regard sur la folie a évolué,
Et on en est arrivé à la considérer comme donc, un trouble qu'il faut soigner pour revenir à un comportement régulier et non pas un déséquilibre intrinsèque. Et l'hôpital a alors servi à enfermer les personnes pour mieux comprendre et identifier les troubles psychiques dont ils souffraient. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'idée de séparer les fous de la population générale pour les enfermer, alors peut-être pour les protéger, mais aussi pour les écarter de la société. Mais ce que dit Foucault, c'est que cet enfermement a aussi énormément participé à renforcer le pouvoir médical aussi, au sens où c'était les médecins qui décrivaient la maladie et qui arrivaient à en décrypter une forme de vérité qui ensuite était partagée avec les patients parfois, mais surtout avec le reste de la société. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure parce que c'est important par rapport à l'hôpital du futur. Donc, évidemment, l'exemple de cette observation médicale des troubles psychiques et de comment on peut comprendre la maladie au travers d'un certain nombre de recherches médicales est illustré par Jean-Martin Charcot, chef de service à la Salpêtrière à partir de 1861, qui exerce la neurologie pendant près de 20 ans. On le voit ici sur ce tableau en pleine leçon clinique, peut-être sur l'hystérie, qu'il a étudié de manière systématique chez ses patientes, avec les meilleures techniques de l'époque. Il a testé l'hypnose, l'hydrothérapie, le magnétisme, et il documentait les modifications de comportement de ses patientes avec la chromophotographie qui émergeait à peine à l'époque. Il a aussi fait énormément de dessins, qui sont des dessins anatomiques, qui sont très beaux. Bien sûr, Charcot est connu pour lui-même, mais il est aussi connu parce qu'entre 1885 et 1886, il a eu pour élève Sigmund Freud, et Freud a été très inspiré et très impressionné par ses travaux sur l'hystérie qui l'ont amené en partie lui-même ensuite à développer sa théorie de la psychanalyse. Donc Foucault nous dit que l'asile, c'était un lieu où les médecins avaient pour rôle de révéler ce qu'était la maladie psychique. Ce n'était pas seulement un lieu de soins, mais aussi un lieu de connaissance important, et c'est sans doute aussi l'origine des centres hospitalo-universitaires d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Nous poursuivons cette tradition. C'est donc la contestation du pouvoir médical sur les malades, mais aussi la contestation de la place des médecins dans la compréhension de la maladie, qui ont donné lieu, à partir des années 1950, au mouvement de l'antipsychiatrie. Alors, Foucault s'est aussi intéressé à la place de la psychanalyse, qui, évidemment, à partir de la fin du XIXe siècle, a amené à élargir la notion des troubles psychiques, à les considérer en dehors de l'hôpital. Et elle a aussi modifié de manière très significative la relation entre médecins et patients. On pourrait ajouter que les progrès de la médecine, et en particulier la découverte des neuroleptiques et d'autres traitements psychotropes à partir des années 50, ont facilité le questionnement sur les rapports de pouvoir entre patients et médecins et ont pu amener des interrogations sur les limites de la science et de la médecine pour comprendre les maladies mentales. Alors, selon des tours historiques, non pas que je ne veuille pas parler du futur, mais parce que les questions que pose le traitement de la folie à l'âge classique au XIXe siècle sont des questions sur lesquelles nous pouvons continuer à nous interroger aujourd'hui. Quelle est la nature des rapports de pouvoir entre médecins et malades? Qui détient la vérité de la maladie? Alors, avant de parler du futur, et j'y viendrai, peut-être quelques mots sur où nous en sommes aujourd'hui. Et en particulier où nous en sommes aujourd'hui en France sur l'organisation des soins psychiatriques. Vous savez certainement qu'en France, l'organisation des soins en psychiatrie, en tout cas la psychiatrie publique, est très particulière, à la fois par rapport à d'autres pays, mais aussi par rapport à d'autres domaines du soin. Donc je vais parler du secteur psychiatrique que vous connaissez sans doute, et qui est une organisation entre des services d'hospitalisation et les soins ambulatoires, hôpital de jour, centre médico-psychologique, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, équipe mobile, sur un territoire donné. Comment est-ce qu'on est passé de l'asile au secteur? Comme le décrit Hervé Guillemin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université du Mans, l'idée que les maladies mentales pouvaient apparaître chez des personnes qui étaient initialement saines d'esprit et qu'il fallait donc une approche populationnelle de la maladie psychique a émergé au début du XXe siècle, lorsque des dizaines de milliers de jeunes gens, a priori sains au départ, sont revenus traumatisés des tranchées de la Première Guerre mondiale.
L'armée a d'ailleurs beaucoup fait évoluer aussi les classifications des troubles psychiatriques un peu après en France, mais surtout aux États-Unis. Et c'est des travaux de l'armée qui ont donné lieu aux classifications telles que le DSM que nous utilisons aujourd'hui. Donc à partir du début du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en charge des personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'être à l'asile. Le Front populaire, en la personne de Marc Rucard, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, a initié la politique publique de prise en charge des maladies psychiques via la circulaire du 13 octobre 1937, qui incitait déjà chaque département à déployer un nouveau dispositif de soins fondé sur 4 ou 5 principes. Dispensaire d'hygiène mentale avec des consultations externes, généralisation de services libres d'observation et de traitement, création de services sociaux, attention spécifique accordée à la psychiatrie infantile, amélioration de la formation des infirmiers. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on a redites aujourd'hui, 1937. La Seconde Guerre mondiale a accéléré ce mouvement vers une politique publique de soins aux personnes atteintes de troubles psychiques pour plusieurs raisons. Premièrement, vous savez certainement que 45 000 malades mentaux sont morts de faim et de maladie dans les asiles hérités du 19e siècle, parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, après-guerre a émergé l'idée qu'on peut soigner les malades sans hospitalisation de longue durée, là aussi grâce à l'avènement des psychotropes et en particulier des traitements neuroleptiques. D'autre part, donc c'est dans ces conditions qu'à partir des années 1950 a été créé le secteur psychiatrique, annoncé dans les années 60, concrétisé dans un certain nombre de départements en 1972. Le secteur psychiatrique est devenu l'organisation du système de santé de la psychiatrie publique en France à partir des années 1980. Le développement de cette politique s'est accompagné de la formation et du recrutement de nouveaux personnels, dont nous avons parlé précédemment, notamment des infirmiers de secteur psychiatrique, alors qui ont disparu depuis, mais les infirmiers en pratique avancée jouent peut-être un tout petit peu ce rôle à leur place. Donc, les secteurs psychiatriques mis en place par une circulaire de 1960 déterminent pour une aire géographique donnée l'ensemble des soins et services nécessaires à la couverture des besoins de la population en termes de santé mentale. Prévention, soins, post-cure et réadaptation, mise en œuvre par des équipes pluridisciplinaires. Donc il y a à peu près un secteur pour environ 70 000 personnes en France, il y en a en tout 815, donc encore une fois, ils sont centrés autour d'un hôpital et articulent une série de services ambulatoires autour de ce service hospitalier. Les recherches menées par Magali Coldefy de l'Institut de recherche en économie de la santé ont montré que derrière le vocable secteur de psychiatrie, qui est un concept clé, se cachent des réalités très diverses. Alors, je ne sais pas si on ne le voit pas très bien sur cette diapo, mais je vais vous détailler de quoi il s'agit, enfin comment est-ce qu'elle a constitué différents profils de secteurs. Alors, pourquoi est-ce que ces secteurs sont très divers ? D'abord parce qu'ils ne sont pas tous organisés de la même manière. Dans certains cas, l'hôpital de référence est un hôpital universitaire. Dans d'autres cas, il s'agit d'un hôpital général. Dans d'autres cas encore, d'un hôpital psychiatrique. Et donc, c'est une politique universelle, mais qui se déploie de manière très spécifique en fonction des territoires. Il faut savoir que 60% des lits d'hospitalisation en psychiatrie ont été fermés entre 1976 et 2016. Et une estimation récente des données de l'assurance maladie a montré que 86% des personnes soignées en psychiatrie le sont en ambulatoire. Dans 67% des cas, donc les personnes qui sont traitées pour des troubles psychiques chroniques sont soignées seulement en ambulatoire. En réalité, celles qui sont hospitalisées ne correspondent qu'à 25% des personnes qui ont eu des soins en psychiatrie à un moment donné, et environ 11% des personnes soignées pour des troubles psychiques ne sont soignées qu'en hospitalisation. Donc ça existe encore évidemment des gens qui sont hospitalisés à temps complet, qui vivent dans des structures hospitalières, mais ces personnes représentent une minorité des personnes soignées dans le cadre de la psychiatrie publique. Les secteurs psychiatriques sont une politique universelle, mais se différencient en termes de moyens, de personnel médical et non médical, ce qui est directement lié, d'après les travaux de Magali Coldefy, au nombre de lits d'hospitalisation et au type de soins proposés en ambulatoire. Alors, ces relations sont d'ailleurs plutôt circulaires.
Une des choses que montrent les travaux de Magali Col-Défi est que le nombre de places d'hospitalisation est plus lié à une histoire locale, territoriale, qu'à des niveaux de besoins objectivés ou supposés de la population, qui pourraient être estimés à partir d'enquêtes sur la prévalence des troubles psychiques, par exemple, ou à partir d'un certain nombre de facteurs de risque connus des maladies psychiatriques. Il y a par ailleurs d'importantes inégalités territoriales dans l'accès aux soins en psychiatrie, ça je ne vous apprends rien sans doute. En 2021, 8 départements en France ne disposaient d'aucun lit d'hospitalisation à temps complet. Et là où il y en a, comme l'a montré Magali Col-Défi, leur nombre varie en fonction de critères historiques. Et par exemple, le nombre de lits d'hospitalisation en psychiatrie est encore aujourd'hui élevé dans le département du Finistère ou dans le centre de la France, parce que historiquement, il y avait beaucoup de lits d'hospitalisation en psychiatrie dans ces endroits. Mais par contre, il est faible en Seine-Saint-Denis, alors qu'il s'agit d'un des départements les plus pauvres de France et que les liens entre le taux de pauvreté et maladies psychiques sont largement démontrés. L'activité ambulatoire proposée dans le cadre des secteurs psychiatriques varie elle aussi en fonction du type de secteur et en particulier du type de centre hospitalier auquel est rattaché le secteur. S'il s'agit d'un centre hospitalier spécialisé, c'est-à-dire un ancien asile, il y a plus de lits d'hospitalisation et donc la probabilité pour que les gens soient hospitalisés est plus importante. Et de ce fait, il y a moins d'activité ambulatoire. Oui, c'est ça. Alors que dans d'autres secteurs où l'hôpital de référence est un centre hospitalier généraliste, l'activité ambulatoire est plus importante parce qu'en aval, il y a moins de lits d'hospitalisation. Et à ce moment-là, il existe aussi des activités de liaison entre la psychiatrie et d'autres services d'autres services médicaux spécialisés. Enfin, la possibilité de mettre en place des alternatives à l'hospitalisation pour des personnes qui ont des troubles psychiatriques chroniques dépend non seulement de l'organisation du secteur, mais aussi donc de la psychiatrie publique, mais aussi de l'offre de soins en psychiatrie libérale, qui là aussi est très variable selon le territoire. Alors, c'était peut-être un peu rapide, mais l'idée générale que je voulais développer est que la manière dont fonctionne l'hôpital pour soigner les personnes qui ont des troubles psychiatriques est en fait très liée à l'offre de soins autour et qu'il s'agit d'un système très complexe et qui est difficile à faire évoluer parce qu'on a un historique et des modes d'organisation qui perdurent dans le temps. L'évolution des soins psychiatriques a conduit à partir de l'après-guerre, mais surtout à partir des années 1970 à 80, à la diminution du nombre de lits d'hospitalisation, ce qu'on a appelé le fameux virage ambulatoire. En parallèle, ont été introduites les premières dispositions pour protéger les patients, ça a aussi été mentionné. La loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, précédée par la circulaire du 14 mars 1990 de Claude Évin, relative aux orientations de la politique de santé mentale. Et donc, depuis une trentaine d'années, les textes officiels en France parlent non plus de psychiatrie, mais de santé mentale. En 2018, la feuille de route en santé mentale et psychiatrie. En 2019, la création d'un poste de délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, occupé par le professeur Franck Bellivier. Assise de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021. En 2025-2026, grande cause nationale, santé mentale. Alors, qu'est-ce que ça change de parler de santé mentale plutôt que de psychiatrie? Est-ce que ça a des impacts pour l'hôpital? Bon, peut-être, mais d'abord, peut-être, qu'est-ce que la santé mentale? Alors, c'est un terme polysémique, donc je vous donne la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit qu'il s'agit d'un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, de contribuer à la vie de la communauté. En gros, je ne vais pas vous lire toute la diapo, mais le point important, et ce qui est tout en bas, les problèmes de santé mentale comprennent les troubles mentaux, donc bien sûr la santé mentale englobe les troubles psychiatriques, les troubles sévères et les handicaps psychosociaux, mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire on ne définit pas la santé mentale par les troubles psychiatriques uniquement. On peut aussi, ça englobe aussi d'autres formes de mal-être, de souffrance psychique qui sont sans doute moins sévères ou peut-être moins durables. On comprend tout de suite que parler de santé mentale implique un changement de paradigme majeur. Au XIXe siècle, les asiles étaient conçus pour des fous qui étaient malades et qui allaient le rester toute leur vie. Ils pouvaient travailler au sein de l'hôpital et donc être productifs d'une certaine manière, mais la société cherchait plutôt à ne pas les voir. La santé mentale, c'est tout autre chose. Un Français sur 5 a un trouble de la santé mentale au cours de sa vie.
nous pouvons chacun et chacune être concernés à certains moments au cours de notre vie. Alors, comment soigner non plus la folie, mais la santé mentale? Et quelle est la place de l'hôpital à cet endroit? L'historien Hervé Guillemin nous parle de la massification de l'accès aux soins, comme pour l'enseignement secondaire, mais qui, du coup, interroge aussi énormément la place des soignants, des médecins, mais aussi des autres types de professionnels. De fait, alors, quel que soit le point de vue qu'on ait là-dessus, les psychiatres débattent de la place de la psychiatrie face aux problèmes de santé mentale, mais quel que soit le point de vue qu'on ait là-dessus, l'hôpital est de toute manière très largement impacté par les besoins de soins en santé mentale. Si le médecin généraliste est le premier recours en cas de détresse psychologique, et on estime qu'environ 30% des consultations de médecine générale sont liées à des motifs psychologiques, les urgences générales, dont il a été question tout à l'heure, sont l'endroit vers lequel on se tourne principalement en cas de crise. Tentative de suicide, crise d'angoisse, délire. Depuis la pandémie de Covid-19, Santé publique France suit de manière très précise les évolutions des recours aux urgences générales pour des raisons psychiatriques, parce qu'on n'a pas vraiment de très bon baromètre sur l'état de santé mentale de la population. Et ce que montrent ces données, comme vous le voyez ici, ce sont des augmentations successives. Alors là, il s'agit des données depuis 2023, mais en fait, quand on remonte, voilà, on voit des augmentations du nombre de consultations. Vous voyez aussi des variations saisonnières, d'ailleurs, il s'agit ici des passages aux urgences pour les gestes suicidaires. Alors, est-ce que la psychiatrie doit s'occuper de la santé mentale? Bon, c'est là où les psychiatres débattent, et il y a des avis divergents pour et contre. Le Comité national consultatif d'éthique, qui a émis un avis sur la crise de la psychiatrie en 2025, répond oui. Cet avis fait le lien direct entre l'insuffisance des lits d'hospitalisation et les problèmes d'accès aux soins plus largement. Un des exemples donnés est l'insuffisance des lits d'hospitalisation pour les enfants et les adolescents en détresse psychologique, ce qui entraîne leur hospitalisation dans d'autres services de soins, notamment en pédiatrie ou en psychiatrie adulte, c'est-à-dire dans des services qui ne sont pas adaptés à leurs besoins et où ils n'auront pas les soins nécessaires. Évidemment, on a tous lu et entendu dans la presse des psychiatres évoquer des services surchargés, l'impossibilité de prendre en charge correctement les patients. Bon, mais que nous disent les données à cet effet? Les chiffres dont on dispose proviennent de structures de soins et racontent en effet une inadéquation entre les besoins de prise en charge et l'offre de soins. Par exemple, une étude réalisée entre 2017 et 2020 à l'hôpital Sainte-Anne à Paris indique que sur un peu plus de 2000 consultations aux urgences psychiatriques par des adolescents de 15 à 18 ans, 65% ont été orientés vers des soins ambulatoires. Mais parmi les 35% restants qui avaient, selon le médecin des urgences psychiatriques, besoin d'une hospitalisation, seuls 11% ont pu être hospitalisés dans une structure de pédopsychiatrie, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, quels étaient les facteurs associés à l'indication d'hospitalisation? D'abord, l'âge de l'adolescent. Plus il était âgé, plus le médecin faisait une orientation vers l'hospitalisation. Des signes d'agitation, de délire, un diagnostic de troubles psychotiques. Donc, la préconisation d'hospitalisation reste donc bien circonscrite aux jeunes qui sont en crise ou qui ont des troubles sévères. Et donc, il semble bien qu'aujourd'hui, pour ces jeunes-là, le système de soins ne permet pas une prise en charge suffisante. L'avis du CCNE sur la psychiatrie publique conclut à la nécessité de renforcer les moyens de la psychiatrie, hospitalière et ambulatoire, pour pouvoir faire face aux besoins de santé mentale et de troubles psychiatriques de la population. Bon, néanmoins, ce n'est pas un avis qui est entièrement partagé par tous les psychiatres. Très rapidement, la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, présidée par le professeur Bruno Falissard, a mené en 2025 des discussions au sein de son réseau et propose plutôt de préciser le rôle des médecins psychiatres au sein d'un dispositif de soins qui peut intégrer d'autres professionnels, d'autres compétences à l'hôpital ou ailleurs. Donc, il s'agit d'une proposition de soins échelonnés, qui irait du repérage populationnel des besoins en santé mentale via différentes structures qui ne sont pas forcément médicales, les écoles, des sites d'accès à l'information en cas de détresse psychologique de première ligne comme Psycom, Santé publique France ou les plateformes comme le Fil Santé Jeune, par exemple, vers ensuite un niveau supérieur qui serait les soins ambulatoires et l'hospitalisation en dernier recours, si je puis dire. Alors,
ce type d'organisation impose une clarification de la mission du psychiatre, dont le rôle est alors de procéder à des examens d'évaluation clinique, de proposer des stratégies de soins, de les superviser et d'en suivre les effets, puis de coordonner les soins. À côté, le psychologue, l'infirmier, l'éducateur ont d'autres actions. Alors, ça n'existe pas vraiment, mais je voulais juste vous mentionner l'expérience d'une recherche que nous avons menée avec une collègue qui s'appelle Andrea Tortelli et qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, pour tester une prise en charge échelonnée pour des personnes exilées souffrant de détresse psychologique majeure. C'est un essai randomisé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un essai randomisé où les personnes se sont vues proposer soit un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle Problem Management Plus, qui est un accompagnement psychosocial de 5 sessions menées par un intervenant formé, mais non psychologue, mais supervisé par un psychologue et avec un psychiatre en backup au cas où la personne irait très très mal et aurait besoin d'une hospitalisation, versus des soins courants. Et donc, on a mené cette étude dans le cadre d'un projet européen, et on a choisi de travailler avec cette population parce qu'on sait que les demandeurs d'asile et les exilés en général, plus largement, ont des niveaux élevés de détresse psychologique et ont des difficultés importantes à accéder au système de soins. Et donc, on a recruté des personnes en grande précarité, avec de grandes difficultés psychologiques. Et je dois dire, même à ma propre surprise, l'effet de cette intervention de 5 séances sur la non-détérioration de leur santé mentale a été assez impressionnant, et c'est ce qu'ont aussi observé les collègues dans d'autres pays européens où ils ont testé ce dispositif. Donc c'est juste un exemple de soins échelonnés. Là, c'est donc une intervention psychosociale, 5 rendez-vous avec des intervenants formés à cet effet, suivis avec la possibilité ensuite d'en référer à un psychiatre si jamais la personne va très mal. Les recommandations de la Société française de pédopsychiatrie précisent un point important qui modifie nécessairement la place de l'hôpital. Il est dit que les prises en charge chroniques doivent être dépsychiatrisées. Pourquoi ? Bon, pour des raisons organisationnelles, de coûts, mais aussi parce que les psychiatres sont là pour soigner des symptômes, des hallucinations, des idées noires, des angoisses. Mais les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques ont une vie en dehors de leur maladie, de leurs symptômes en tout cas, mais néanmoins cette vie peut être très impactée par la maladie psychique et tout ce qui va avec. Difficultés de communication, isolement relationnel, parfois accentué par le rejet et la stigmatisation, difficultés pour accéder à un travail ou à des activités qui ont du sens. Qui accompagne les personnes ayant des troubles psychiatriques au quotidien ? Alors, il y a bien sûr des assistantes sociales, des éducateurs ou des ergothérapeutes dans les hôpitaux, mais dans la grande majorité des cas, il s'agit des familles, c'est-à-dire des parents, principalement des mères d'ailleurs, qui s'en chargent. C'est ce que nous rappelle par exemple une association comme l'UNAFAM, qui a longtemps été pratiquement la seule à représenter les usagers de la psychiatrie. Progressivement, le rôle des personnes concernées par la maladie psychiatrique a été intégré dans les discussions sur ces troubles, notamment au travers de la pérédance. De quoi s'agit-il ? D'aide et de soutien que peuvent procurer à des personnes ayant des troubles psychiatriques elles-mêmes, qui sont stabilisées et qui aident les personnes qui sont plus en souffrance à traverser leurs difficultés. Ce soutien peut prendre différentes formes. On connaît tous les alcooliques anonymes qui sont peut-être le premier type de pérédance qui a été créé. Et depuis, donc, différentes formes ont été mises en œuvre. Des associations comme France Dépression, Argos 2001 qui travaille avec des personnes atteintes de troubles de bipolaire, ou la Maison Perchée plus récemment pour les jeunes adultes font ce travail de pérédance. Depuis environ l'an 2000, il existe des groupes d'entraide mutuelle financés par l'État et depuis une quinzaine d'années, des diplômes universitaires pour devenir pérédant. En 2022, environ 350 personnes avaient été formées via un diplôme universitaire et certaines ont des postes dans des structures hospitalières avec un statut et un salaire en étant pérédant et donc en accompagnant les personnes qui arrivent dans ces structures. Plus récemment, des formations et des perspectives pour des pères aidants familles ont été développées et financées dans l'idée de soutenir aussi les proches des personnes vivant avec des troubles psychiatriques sévères parce qu'elles restent au centre de l'accompagnement et jouent parfois un lien important avec le secteur et le système de soins. Une des orientations pour l'hôpital du futur est donc de prendre en compte l'expérience des personnes vivant avec des troubles psychiatriques et de leurs proches, écouter leur voix à l'hôpital mais aussi dans les soins ambulatoires. Un autre aspect est de travailler dans le sens d'un décloisonnement des prises en charge psychiatriques.
Pourquoi? Parce que les personnes qui ont des troubles psychiques ont aussi souvent des troubles somatiques qui grèvent leur santé et leur espérance de vie. Je vais à nouveau citer Magali Coldefi, qui a montré à partir des données de l'assurance maladie que les personnes qui ont des troubles psychiques soignés, donc qui sont repérés dans les dossiers, dans le SNDS, ont une espérance de vie réduite en moyenne de 16 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes, avec des variations en fonction des troubles psychiatriques considérés. Donc en moyenne, l'espérance de vie des hommes en France est de 80 ans. Elle est de 64 ans pour les personnes qui sont prises en charge pour un trouble psychique. Et chez les femmes, la moyenne en population générale est de 85 ans et elle est de 73 ans pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique. Ce qui est important dans cette diapositive, c'est que l'espérance de vie est réduite, pas seulement pour les personnes qui ont les troubles les plus sévères, mais aussi pour celles qui souffrent de dépression ou, par exemple, et d'addiction. Donc des troubles fréquents. Alors, je vais peut-être passer sur... Alors, l'espérance de vie est grévée donc, par un certain nombre de problèmes à des conduites, des comportements de santé, etc., mais aussi en partie parce que les problèmes de santé somatique sont moins bien repérés chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques que chez celles qui n'en ont pas. Là aussi, d'autres travaux de Coralie Gandré et Magali Coldefi nous montrent que si les personnes qui ont des troubles psychiatriques sont suivies en médecine générale, elles ont au contraire plutôt plus de difficultés et un moindre recours à des soins spécialisés et aussi aux tests de dépistage et à la prévention. C'est là aussi où les pères aidants, d'ailleurs, peuvent aider, puisqu'ils peuvent aider à essayer de faire le lien entre différents services médicaux ou identifier différents types de besoins de santé des personnes. Alors, prévenir, ou du moins mieux dépister les maladies somatiques chez des personnes qui ont des troubles psychiatriques peut passer par une organisation des soins différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, plus intégrée, où des différentes spécialités dialoguent entre elles, ou alors en mettant les médecins généralistes dans un rôle de coordination. Ça peut aussi passer par le fait d'encourager les personnes à sortir de l'isolement relationnel, dans l'idée qu'être avec d'autres personnes peut les aider à trouver du sens et aussi avoir du soutien. Ça peut aussi passer... Donc les personnes qui ont des troubles psychiques, on sait, souffrent de manière disproportionnée d'isolement relationnel. Et pour faire face à cette problématique, certains pays, dont la Grande-Bretagne, ont développé des programmes dits de prescription sociale, où les personnes atteintes de maladies chroniques se voient prescrire par un médecin des activités sociales, artistiques, sportives, du bénévolat, le médecin travaillant dans ce cas en binôme avec un agent de liaison qui fait un point individualisé avec la personne, ses besoins et ce qui lui est accessible sur son territoire. Donc ce type d'approche existe déjà depuis un certain temps en Grande-Bretagne et les bénéfices en ont été montrés. Il y a aussi des bénéfices à l'échelle collective liés notamment à la diminution du nombre de consultations médicales en soins primaires et aussi dans les services d'urgence. En France, le ministère de la Santé réfléchit à comment essayer de déployer ce type d'approche pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, mais peut-être pas uniquement, au moins de manière expérimentale. Alors, et puis, puisque l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas uniquement composé d'humains, ce qu'Esquirol avait d'ailleurs déjà intégré à la construction des asiles, où des jardins permettaient aux aliénés d'être au calme et de bénéficier de la nature, il est de plus en plus question aujourd'hui d'intégrer d'autres vivants dans les soins en santé mentale au travers de la médiation animale, introduite dans certains hôpitaux, comme par exemple ici le groupement hospitalier Nord-Pas-de-Calais, ou par l'armée, où des interventions auprès des militaires traumatisés donc il y a des chiens qui sont formés pour intervenir auprès de certains militaires traumatisés par les combats dans le cadre du programme Arion. La présence d'un animal permet d'introduire un tiers, un changement de posture. Les personnes soignées se trouvant en position de prendre soin d'un animal, il peut aussi avoir des objectifs spécifiques aux interactions entre le patient et l'animal, la communication, la socialisation, l'estime de soi. La médiation canine pourrait aussi être utilisée pour identifier des changements dans l'état de santé somatique des personnes vivant avec des troubles psychiques et qui sont parfois imperceptibles aux humains. Alors, à quoi pourrait ressembler l'hôpital du futur auquel auront affaire les personnes atteintes de troubles psychiatriques ? Rêvons un peu, ça pourrait être un hôpital en lien avec des structures ambulatoires spécialisées, avec la médecine générale, un hôpital où les personnes seront accompagnées dans leur globalité, sur le plan psychique et somatique, où les déterminants sociaux, familiaux, économiques et matériels seront pris en compte,
Ces hôpitaux du futur, non pas pour des fous, mais pour des personnes ayant des troubles de la santé mentale, pourraient donc sans doute être très différents des asiles étudiés par Michel Foucault. Et pourtant, les droits des patients, comme ceux d'autres groupes marginalisés, tout ce qui relève de la démocratie sanitaire n'est jamais acquis. Et il n'est peut-être pas inutile de nous rappeler ce qui s'est passé pendant des centaines d'années dans les asiles, et surtout de le rappeler à ceux et à celles qui mettent en avant la notion de sécurité pour prôner l'enfermement sous une forme ou sous une autre de personnes considérées comme étant déviantes. Merci de votre attention.